Donc cette session, elle va comporter 3 interventions, une introductive par moi-même, puis une qui va présenter vraiment les projets qui ont été à la base de cette initiative que je vais présenter, et aussi qui va introduire au milieu certaines présentations des démonstrations. Donc on va passer du stade purement recherche qui a été présenté par Raouf Boutaba tout à l'heure, pour des choses peut-être un peu plus pratiques et opérationnelles, mais qui pourraient, à terme, bien sûr, déboucher sur des problématiques de recherche intéressantes. Donc le projet Jasmin, puisque vous avez vu sur l'intitulé, il y a Jasmin, Marguerite et MOOC. Bon, Jasmin et Marguerite, vous allez voir la relation de parenté tout à l'heure. Ça sera dévoilé par Jean-Hugues Lauré, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, qui vient de France spécialement pour cette journée. Donc l'idée, en effet, a émané à partir de discussions avec Jean-Hugues Lauré et un certain nombre de collègues d'écoles d'ingénieurs, et puis vous allez voir d'autres organismes intéressés par le cloud, et qui a abouti au lancement d'un projet qu'on a appelé Jasmin. Bon, c'est Jasmin parce que l'autre projet, père ou je dirais frère ou sœur, est un projet qui s'appelle Marguerite. On a dit pour la Tunisie, il n'y a pas mieux que le jasmin. Même si ce mot a été trop utilisé et peut-être un peu galvaudé, mais enfin, on va essayer quand même de lui restaurer un peu de dignité. Alors, quelle est la vision de ce projet? La vision, c'est d'essayer de mettre en place un cloud académique. Donc, c'est-à-dire un cloud qui va essayer de regrouper un certain nombre d'universités ou d'écoles d'ingénieurs et qui va fournir un service au monde académique. Et aller un peu plus loin pour la mise en place d'un écosystème qui permet, donc à travers ce cloud académique, qui permet l'émergence d'innovations dans le domaine du cloud computing, c'est-à-dire chaque fois qu'on arrive à développer certaines choses, on va enrichir ce cloud académique. Les partenaires, donc pour les citer aujourd'hui, donc il y a l'ENSI, Subcom, l'ENIS, Sésame. Du côté donc académique, et les partenaires initiaux, je dirais, du projet. On verra tout à l'heure qu'il y a eu des adjonctions. Et le CNTE, c'est le Centre national des technologies de l'éducation, c'est l'ancien INBMI qui s'occupe, c'est le centre de ressources pour tout l'enseignement secondaire, même primaire, donc toute l'éducation nationale, qui fait partie de ce centre. Donc c'est un centre très important qui est intéressé par ce type de technologie. Et le parc technologique El Ghazala, qui à un moment donné, je pense que c'est toujours dans sa philosophie, d'essayer de fournir un certain nombre de services aux start-up ou entreprises qui viennent s'installer dans le parc, et peut-être un peu plus dans la région, un peu plus large, le parc et Manouba aussi. Et ceci en coopération, bien sûr, avec le projet Marguerite. Alors, on a signé un MOU, un Memorandum of Understanding, en avril 2012. Bon, il y a quelques signatures qui sont peut-être pas très claires. Donc, il y a l'ENIS en haut à gauche, il y a Simounir, voilà, on le voit bien, la signature de Simounir Fekha. C'est Abd Fattah Belrif qui est là aussi. Hein, j'ai les preuves qu'ils ont signé avec nous et qui sont intéressés. Alors, un peu les objectifs. Alors, comme je disais, essayer de mettre en place un environnement distribué, donc cloud distribué, formé par des serveurs. Donc, en principe, on va essayer d'installer des serveurs dans ces établissements partenaires pour pouvoir mettre sous forme de cloud, pour pouvoir les mettre à disposition des usagers, que ce soit les chercheurs, les étudiants, des entreprises qui veulent expérimenter ce genre de services. Et bien sûr, avec un bouquet de services qu'on va installer sur Cloud Jasmin, et on aura tout à l'heure quelques démonstrations. C'est-à-dire, quand on a commencé à réfléchir à cette notion à ce type de service, le cloud, en Tunisie, ça frémissait un peu partout, on en parlait un petit peu, mais quand on a observé le monde académique, c'était un peu le désert, il n'y avait pas grand-chose.
ni de cours enseignés, ni de plateforme de cloud. Finalement, il y avait vraiment urgence à agir dans le monde académique et dire, bon voilà, il y a quand même cette nouvelle technologie, il faut faire quelque chose, que ce soit du côté des utilisateurs, que ce soit du côté des systèmes et des installateurs, et que ce soit du côté des chercheurs. Donc il y a plusieurs composants. Cette problématique se posait et se pose toujours, peut-être en partie, au monde académique, mais aussi l'entreprise. L'entreprise se pose beaucoup de questions. Elle est harcelée par les vendeurs, n'est-ce pas? Bon, c'est normal. Microsoft arrive, voilà, j'ai une offre, machin, et à l'autre qui arrive, on a une offre. Tout le monde commençait à bouger sur des offres, et quand on a discuté avec les entreprises, elles étaient complètement perdues. Est-ce qu'on doit basculer, on ne doit pas y aller, comment faire? Est-ce que vous avez des ingénieurs qui maîtrisent tout ça? Donc c'est beaucoup de problématiques où on s'est dit, bon, Jasmin peut jouer un rôle. Donc dans le cadre des sensibilisations, de séminaires et autres. Et aussi organiser des événements scientifiques. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une manifestation que le JASMA va contribuer à disons d'abord à cette présentation et aussi à la formation d'un certain nombre de jeunes chercheurs au niveau du cloud. Comme autre, je dirais, objectif, c'est l'expérimentation. Donc réaliser une plateforme pour expérimenter. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de Wajdi Louati, qui va être le conférencier qui va présenter les applications, va présenter un produit qui a été développé par toute une équipe qui est ici, qui a été développé à Sfax, qui est intégré dans le système. C'est-à-dire qu'on n'est pas purement consommateur. Hein, donc on essaie d'être producteur aussi. Alors les services, donc qui sont et qu'on va démontrer tout à l'heure, des services un certain nombre que je citerai rapidement, que ce soit des LMS, des outils de publishing, Hadoop dont a parlé tout à l'heure Raouf, EDX, je suppose que Jean-Hugues va en parler beaucoup tout à l'heure, des MOOC, Clover qui a été développé par l'équipe de Wajdi. Donc ça, c'est un certain nombre de systèmes de software as a service qu'on voudrait mettre à la disposition de la communauté. Offrir et mutualiser des ressources, c'est-à-dire si ceux qui vont installer ces ressources-là peuvent offrir à des chercheurs aujourd'hui, toute la communauté, je dirais, des chercheurs en Tunisie au niveau académique souffre de manque de ressources de calcul, parfois de calcul puissant. Aussi, idem pour les stockages. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant? On a dit au début, on va essayer chaque partenaire, essayer d'installer une plateforme. Bon, il y a eu quelques hésitations. D'abord, quelle plateforme? Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Finalement, je dirais, le ciel s'est dégagé. On s'est dit, bon, on va aller vers OpenStack. Donc, en fait, pourquoi OpenStack? Parce que c'est quelque chose, un standard ouvert, enfin un système ouvert qui commence à prendre d'ampleur sur le plan international. Donc c'est bien d'aller dans cette direction et d'acquérir le savoir-faire. Donc l'ENIS est précurseur dans cette opération, que ce soit dans les installations et dans la maîtrise d'OpenStack, que ce soit aussi dans les outils de développement. À Sésame aussi, nous avons installé un serveur dans le cadre de la coopération aussi avec Marguerite, et il y a une première installation de JASMA, et la démonstration en principe, si tout marche bien, se fera sur le serveur qui est installé à Sésame. Le CNTE, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas être tous uniformes avec des stations qu'on va dupliquer, mais il y a le CNTE qui a acquis une grosse machine, et il va réserver un blade avec 8 processeurs ou 8 serveurs, je ne sais pas combien, pour cette opération, donc pour mettre en œuvre les logiciels SAS, et qui va les mettre à disposition de la communauté de l'éducation nationale. L'ENSI, Subcom et Parc technologique qui sont, je ne sais pas, les directeurs de l'ENSI et l'ancien directeur, maintenant directeur de l'agence de recherche, de promotion, l'agence nationale de promotion de la recherche, qu'il n'a pas cité tout à l'heure. Et donc il a une grosse responsabilité pour nous pousser de l'avant. Donc, en principe, devrait acquérir des systèmes pour installer OpenStack et un certain nombre de logiciels pour rentrer je dirais, dans la communauté, enfin, pour
promouvoir ses services. Donc dans les actions futures, donc la formation, alors une fois qu'on installe, il faut apprendre à former là-dessus. Donc il y a à développer au-dessus d'OpenStack. On va avoir des cours de formation. On a prévu aussi dans le comité de pilotage, c'est-à-dire l'ensemble des responsables de Jasmin en Tunisie, de former des formateurs. Parce qu'il faut quand même que dans les institutions, il y a un certain nombre de formateurs qui forment les étudiants, les futurs diplômés. Donc finaliser les installations, j'espère que ça va se faire bientôt. Fédérer les clouds Jasmin. Donc il va y avoir des clouds un peu partout. Est-ce qu'on peut, comment et sous quelle forme on va les fédérer? Peut-être pas au début, peut-être pas d'une façon automatique, mais on va essayer d'avoir une approche commune pour fournir ces services au moins à ceux qui sont impliqués directement. Élargir vers d'autres partenaires, c'est fait déjà avec Esprit, l'ISAM, et peut-être l'ouverture vers des laboratoires de recherche, comme l'IED, qui s'intéresse beaucoup à cette opération. Pourquoi pas l'ouverture sur les professionnels? On sait, il y a 2 ans, 1 an et demi, il n'y avait pas tellement de professionnels. Maintenant, on voit sur la place Smart Host, Tunisie Télécom, qui a un cloud tunisien qui se propose de faire. Donc, plusieurs partenaires pourraient donc s'associer à ce projet. Et ce qui serait intéressant, puisque quand même il y a une communauté de chercheurs aujourd'hui, c'est de développer un projet de recherche fédérateur qui peut donc faire travailler des équipes dans ces différentes institutions ensemble. Donc peut-être avec l'appui de l'agence, ça pourrait être on pourrait peut-être trouver des moyens de financement. Voilà, donc voilà le projet un petit peu de Jasmin qu'on a lancé, donc avec réellement la coopération de Marguerite. Donc on est dans les premiers pas de Jasmin. Les premiers pas sont toujours les plus difficiles à réaliser. J'espère que toutes les institutions concernées vont aller de l'avant. Et vous, bien sûr, les chercheurs, vous allez nous pousser beaucoup plus pour réellement mettre cet outil et ce projet entre vos mains. Donc c'est un projet ouvert mais qui pourrait être enrichi par les discussions aujourd'hui. Et je passe la parole tout de suite à Jean-Hugues Lauré, qui est j'allais dire le grand Manitou, mais celui qui essaie de réfléchir. Il a une vision de ce qui se passe en France, en Europe, aux États-Unis, à travers son background et aussi à travers sa fonction dans l'innovation. Au sein de l'Institut Mines Télécom à Paris, donc qui va nous présenter comment se situe le projet Marguerite, et aussi il ouvrira tout à l'heure un chapitre sur les MOOC qui est un élément donc qui vient sur la place au niveau des universités, qui va peut-être chambarder ça. Une espèce de magasin d'applications de middleware, et pour pouvoir installer des choses de type Hadoop, Elasticsearch ou HBase et des applicatifs opérationnels qui peuvent servir pour l'éducation ou d'autres domaines. Donc, juste pour vous dire que Marguerite, pour moi, ce n'est qu'un petit... Du moins, pour les quelques personnes qui me connaissent ici, j'ai une pression énorme parce que je dois animer l'innovation, pas la recherche, l'innovation sur 12 écoles d'ingénieurs. Donc, quand vous avez 4200 profs, 2000 PhD, je dois pondre entre 1 et 3 projets par semaine. Sur ces 3 projets par semaine, il y en a un qui aboutit. Ça fait donc 42 projets supplémentaires par an dans plein de domaines. Et ici, je vous ai listé quelques projets qui ont été financés. Donc, vous voyez que Marguerite, ce n'est qu'un projet parmi N. On en a lancé plein d'autres. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais s'il y a des chercheurs qui s'intéressent à Fire, c'est des bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en résumé, il y a toute une famille de projets qui vont accourir derrière Marguerite. Celui qui est marqué en rouge, qui est Marguerite Tab, c'est de mettre des tablettes, c'est de télécharger les MOOC et le contenu éducatif sur la tablette en coordination avec le cloud. Donc vous êtes au milieu du désert, vous avez une tablette avec un film photovoltaïque transparent, on a déjà un prototype de ça, et vous auto-alimentez en électricité votre tablette à n'importe quel endroit. Mais il faut aussi du cloud, et on regarde aussi pour mettre OpenStack dans un truc très autonome, on va dire. Alors maintenant, on va parler du... Je vais essayer d'accélérer un peu, je suis désolé. Donc Marguerite, c'était en 2012. On avait mis 2 data centers, un à Cergy à Télécom et du moins un à l'Esti et un à Cergy Télécom Sud Paris et une école d'ingénieurs. Là, on a décidé de migrer chez OVH
Alors là, j'ai dû me faire un harakiri, je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que la Tunisie doit aussi se faire cet harakiri, parce qu'il faut maîtriser la technologie, mais pour acheter du hard n'a aucun sens. À part apprendre à savoir installer. Mais c'est fondamental, il faut être autonome. Mais derrière, se battre, même des banques, même les grosses banques africaines n'ont aucune... Je veux dire, il n'y a aucun sens à acheter du matos, à part les problèmes, mais c'est à part de la sécurité. Donc évidemment, tous les secteurs, défense, banque, etc. sont très sensibles. Mais disons que quand on a vu apparaître OVH avec une accélération phénoménale, on s'est dit, c'est pas possible. When you cannot beat them, join them, comme on dit en anglais. Parce que OVH a décidé de se lancer dans le cloud et sur OpenStack et d'offrir des prix à la moitié du prix d'Amazon. Donc quand vous savez que déjà certains disent Amazon c'est du dumping, c'est pas vrai du tout. En fait, Amazon gagne beaucoup d'argent avec le cloud. Mais quand vous voyez une boîte européenne qui était une boîte française, qui est devenue première en Europe, qui est devenue troisième mondiale, qui a dépassé Microsoft Azure. Ils ont dépassé Microsoft Azure en nombre de serveurs, c'est pas dur parce que Microsoft Azure ne décolle pas vraiment, mais a dépassé Rackspace en nombre de serveurs, ça c'est beaucoup plus dur. Et cette société, on s'est dit, il faut mettre Marguerite sur OVH. Alors je fais juste un zoom là-dessus. Ils ont installé une nouvelle infrastructure au Canada, quand on parlait d'électricité. En fait, vous allez comprendre que l'électricité va passer de 10% à 60% dans 5 ans. Le coût d'opération du cloud va passer de 10 à 60% en coût marginal de la même machine virtuelle en 50 ans. Donc la consommation de l'énergie qui était évoquée ce matin est fondamentale. C'est même peut-être l'élément le plus critique de l'évolution pour la compétitivité des acteurs du cloud. Donc ils ont acheté quelques serveurs, ils les ont mis derrière le Québec, Hydro-Québec, et ils ont 12 data centers. Donc il y a 10 000 serveurs physiques supplémentaires par mois. Donc vous imaginez la Tunisie, 10 000 serveurs physiques par mois. C'est-à-dire que tous les serveurs de nos grandes écoles en France, de Télécom Paris, c'est un quart d'heure. Ils installent en un quart d'heure plus de serveurs que la base installée de tout l'Institut Mines Télécom, ces gens-là. Vous vous rendez compte, c'est phénoménal, non ? Donc évidemment, et donc à cette course de savoir, il ne faut pas acheter, Amazon dit, vous achetez pas, venez chez nous, tout le monde dit la même chose, hein. Google fait carrément tout gratuit, mais c'est jamais gratuit, à d'autres j'en raconterai des trucs ce midi. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est cette histoire de consommation électrique, et OVH a acheté par exemple aussi des fermes d'éoliennes, ils sont producteurs d'électricité. Ils sont producteurs d'électricité, pourquoi ? Parce que il y a 3 ans ou 4 ans, quand je suis venu la première fois en Tunisie, on commençait à discuter pour dire que l'énergie était un sujet important. Alors ça a mis un peu plus de temps que ça devienne vital, mais encore une fois, plus de 50% des coûts à 5 ans, à machine ISO équivalente sera ça. Donc voilà, alors la prochaine étape c'est Jasmin, c'est aujourd'hui, c'est 2014. Donc notre objectif c'est de dire comment on peut faire pour vous transférer un tout petit peu de connaissances, mais bizarrement, c'est une chance, et la Tunisie peut prendre même du leadership par rapport à la France et l'Europe, parce que tout ce qui est l'informatique dans nos grandes écoles d'ingénieurs en France, ce n'est plus à la mode. Ce n'est plus à la mode. À Télécom Paris, on fait 30 heures de cours d'informatique désormais. C'est fini. Les Français, surtout dans nos écoles à nous, parce qu'on devient tout de suite des managers. Vous prenez des polytechniciens, on forme tous les polytechniciens du corps des mines et du corps des télécoms. Ces gars-là, il y en a très très peu qui vont faire du code logiciel, vous imaginez, mais même les Télécoms Paris, même les mines de Paris ne font plus de code. Donc en fait, la Tunisie, les écoles d'informatique de Tunisie, il y a quelque chose de remarquable à faire avec la Tunisie, c'est que je pense, je suis même quasiment sûr, que si vous fédérez et que vous créez ensemble, il faut dépasser les histoires de... créer un centre de compétences OpenStack en Tunisie, et bien là, même avec 30 ou 40 ou 50 personnes, vous aurez une force de frappe importante. Bon, le cas turc, je commence à accélérer le mouvement en Turquie. J'ai embauché 2 personnes qui sont temps plein actuellement à Istanbul. Il s'est passé de 1 à 2. Axel a un petit copain maintenant, là-bas. Ils sont en train d'installer ce qui est nécessaire avec les 2 grandes familles turques qui possèdent 20% du PIB de la Turquie. Je ne savais pas que ça existait, ça. Hein. Il y a 2 familles qui possèdent l'État turc. En fait, c'est le TÜBİTAK, qui est le CNRS turc, m'a expliqué. Ils m'ont fait gagner 2 ans de temps. Ils m'ont dit, ne cherche pas à comprendre, va voir ces 2 familles. J'ai compris.
Alors maintenant, pour revenir à la Tunisie, ici, il y a des colonnes. Donc, comme on vous dit, Monsieur Farouk Kamoun nous a dit qu'il y avait quelques serveurs qui ont été installés. Donc, il y a des serveurs qui ont été installés initialement, d'ailleurs, tout honneur, tout seigneur, à l'ENIS, qui ont installé quelques pizzas, donc une douzaine de serveurs avec une capacité mémoire raisonnable, on va dire. Il y a Sésame qui en a installé quelques-uns et il y a Esprit qui a rejoint sous invitation de votre comité en juillet dernier également Jasmin qui vient d'acquérir, je crois, dernièrement des serveurs avec une très grosse capacité mémoire, 192 gigas, ce qui veut dire autant de machines virtuelles disponibles dans le domaine. Donc, ensuite, l'état de transfert de Marguerite dessus, c'est essentiellement l'ENIS au jour d'aujourd'hui, mais en janvier, en février, l'objectif c'est de redescendre et d'accélérer de transfert et d'accueillir aussi d'autres colonnes. Alors le CNTE, j'ai pas marqué parce que les lames sont installées mais pas équipées d'OpenStack à la date de jour, sous le contrôle de Wajdi, c'est ça ? C'est le mois prochain, fin janvier. Donc fin janvier, l'objectif c'est qu'on ait aussi deux colonnes et j'espère que l'ENSI, on comprend bien que Subcom et que les demandes de crédit, ça prend du temps, c'est clair, mais il me paraît vraiment important que chacune des institutions maîtrise les couches pour installer et qu'il y ait des formateurs. Et ce qu'on disait, c'est que la formation est très importante. Et je ferai descendre d'ailleurs des gens d'OVH et de Orange pour donner des compléments de cours. Il y avait ICT for All, vous savez, il y a combien de semaines ? 3 semaines, et le patron de ICT, il y avait un des gars techniques de CloudWatt, qui est le directeur adjoint technique, un Tunisien d'ailleurs. On a discuté, on a dit oui, il faut absolument, et ils ont décidé de basculer sur OpenStack. Ils sont un des plus gros contributeurs d'OpenStack, d'ailleurs Orange. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire, vraiment. Ensuite, donc maintenant, il y aura des démos, je vais le passer, et maintenant je passe la main à Wajdi, je reviendrai pour parler un peu des MOOC derrière. Bon, merci Jean-Hugues. Il est où le... Parce que c'est Windows 8 et... Alors... Ouais, c'est... Voilà. C'est bon, oui, c'est bon. Voilà, là on est sur... C'est bon, ouais. Oui. Un dernier mot, la fédération des clouds et sur les plateformes serveurs, c'est vraiment indispensable. Hein. Et donc sur El Ghazala, j'encourage vraiment El Ghazala à ce qu'il y ait une coopération des différents établissements d'enseignement supérieur pour ça aussi. Et c'est Sésame qui a installé Jasmin sur la phase 1. Voilà. Bon, donc là, je vais vous montrer une petite démo sur la plateforme déployée, donc la plateforme Jasmin qui est dérivée de la plateforme Marguerite. Bon, peut-être pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est que comme montré tout à l'heure par Jean-Hugues, donc l'architecture de Marguerite et donc de Jasmin, c'est que nous on s'appuie sur OpenStack comme le noyau ou bien donc c'est la base de nos développements sur le cloud. Donc peut-être je vais vous inviter je vous invite l'après-midi donc d'assister à l'atelier OpenStack. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que OpenStack c'est pas le cloud. Lorsqu'on dit cloud computing, c'est pas OpenStack, c'est l'ensemble c'est l'écosystème ou bien donc c'est un ensemble de composants, de développement, d'API, de process qui sont autour d'OpenStack et qui vont fournir en fait le service, et c'est là où il y a en fait le travail à faire. Donc là il y a tout un travail derrière. Hein. Donc tout est basé sur OpenStack, mais toujours il faut penser à développer ce qu'on appelle la couche intelligente qui est au-dessus de OpenStack, qui permet en fait d'orienter le cloud vers un besoin spécifique. Donc là, rapidement, donc j'essaie de me connecter sur la plateforme Jasmin, comme j'ai dit, donc dérivée de Marguerite. Cette plateforme est déployée chez Sésame. Donc ce qu'on a fait, donc là, on est passé à l'action.
Donc là, ce sont des actions, donc l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de Jasmin. Donc, comme présenté tout à l'heure, donc il y avait des serveurs sur Sésame. Donc, on a installé OpenStack sur les serveurs de Sésame. On a installé la plateforme Jasmin. Et ce que vous voyez donc maintenant, c'est là, on a l'accès distant sur les serveurs de Sésame. Et là, je vous montre en fait comment, voilà, démo jasmin.org, mot de passe. Je ne sais pas si je, voilà. Est-ce que Karim il est là? Voilà, c'est mon routeur 3G parce que ne part pas, donc voilà. Parce que sinon ça ne va pas marcher. Voilà, identifiez-vous. Voilà. Donc là, c'est un peu le tableau de bord de Jasmin. Donc là, vous avez donc l'ensemble des icônes ou bien des liens donc qui vous permettent d'accéder à des services SaaS. Donc là, peut-être, je vous montre tout d'abord donc l'App Store. Voilà, service. Donc là, comme présenté tout à l'heure par Jean-Hugues, donc là vous avez un magasin d'applications, donc c'est le App Store. Hein. Donc tout est installé et offert en mode SaaS, Software as a Service. Comme vous le voyez, donc c'est facturé à l'utilisation. D'accord. Donc l'idée donc de base, c'est de quelque part d'installer cette plateforme donc au niveau du ministère ou bien au niveau des universités et d'offrir un ensemble d'applications, de logiciels éducatifs à la demande qui sont facturés à l'utilisation pour les instituts, pour les écoles, pour les universités. Je sais pas, par exemple, je peux ajouter voilà, ajouter à mes services modèles. Donc là, vous avez un ensemble de services et donc on peut le voir comme sorte de panier. Je vais acheter donc au caddie, je vais acheter donc des services et je vais l'ajouter à mes services. Donc là directement je suis dirigé vers l'ensemble de mes services. Donc là c'est ce que j'ai et comme vous le remarquez donc ça c'est l'ensemble des SaaS qui sont offerts et donc à droite donc vous avez l'ensemble des boutons qui vont gérer les services. Donc on peut démarrer un service, on peut l'arrêter, on peut le supprimer, ainsi de suite. Bien évidemment, lorsqu'on démarre le service, on est facturé à l'utilisation. Dès qu'on l'arrête, donc on ne paye plus. Donc ça c'est un peu donc qui fait la puissance du cloud. Bon, de toute façon c'est un business, tout un business model derrière le cloud. Une fois donc j'ai acheté les services, donc ils sont là. Après donc par exemple j'ai besoin du MOOC là tout à l'heure. Donc Jean-Hugues va vous parler du MOOC. Donc il y a le EDX. EDX c'est une plateforme donc open source MOOC qui est très populaire, donc très utilisée donc dans le monde. Là, lorsque je fais donc start, là tout de suite, donc je peux vous faire la démo en live, mais ça prend quelques temps, donc 2-3 minutes le temps d'instancier le service. Moi, je l'ai déjà instancié. Donc, lorsque j'ai fait start, donc après quelques minutes, j'ai eu 2 liens. Dès que je clique sur le lien, voilà. Et là, je suis redirigé directement vers le SaaS, l'application. Donc là, ça c'est le EDX ou bien le MOOC qui est installé sur une machine virtuelle, donc quelque part dans les serveurs de Sésame. Et là, comme un client final, j'ai l'accès direct et privé, d'une manière privée aussi. Donc il faut penser aussi à l'isolation. Donc là, vous voyez, donc ça c'est le MOOC. D'ailleurs, donc c'est ce qu'on souhaite avoir donc comme deuxième action dans Jasmin. Bon, ça c'est comme vous voyez, donc ça c'est l'ensemble des partenaires qui sont impliqués maintenant ou qui souhaitent être impliqués dans le MOOC tunisien, si je peux le dire. Je peux aussi donc voir. Ça c'est un peu. M04. Ça c'est le deuxième lien, c'est ce qui me permet en fait de. Ça c'est pour les profs.
Donc ça permet de créer des cours et de les mettre en ligne. Dès que j'ajoute, comme étant un prof, un cours avec mes collègues ou avec une équipe pédagogique, donc je peux tout de suite visualiser le cours dans le LMS, qu'on appelle le portail étudiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait avec Jasmin, bien sûr. Donc là, il y a la partie facturation. Le client, il peut choisir ou créditer son compte. Donc il peut ajouter c'est un compte prépayé. De toute façon, aussi ce qu'on souhaite faire, c'est d'inclure les modules de paiement tunisien, le dinar par exemple, ce qui pourra être parmi les modules qui vont être ajoutés très bientôt dans cette plateforme. Donc voilà, je peux créditer mon compte. Voilà. Les prix qui ont été mis tout à l'heure, c'est trop cher. C'était simplement des exemples. Des exemples, oui. Ça va être quelques centimes de l'heure, évidemment, pas des dizaines de centimes, mais oui. l'idée, c'est d'être en dessous de quelques euros. Tout l'intérêt, c'est de travailler sur le système de billing pour être associé à des collectivités locales, des États ou des banques. Parce que si les gens veulent sponsoriser, on va pouvoir leur faire un État en train de dire vous allez distribuer ça sur 50 établissements en Afrique. Et donc, à ce moment-là, il y a un tiers payeur. C'est du post-paiement, mais on peut aussi faire du pré-paiement. Donc, en maîtrisant l'infrastructure Jasmin, vous allez pouvoir influencer ça, éventuellement même aussi l'école primaire. Donc, des discussions qu'on a avec le CNTE pour les MOOC, parce que les MOOC, c'est pour l'enseignement supérieur. Il y a quelque chose que vous connaissez probablement qui s'appelle Khan Academy, peut-être, certains d'entre vous. Et on va faire une version de Khan Academy qui a été traduite en arabe. Donc, 6000 séquences ont été traduites en arabe, en français. Mais on va aussi créer des contenus pour chacun des pays, suivant leur domaine. Et donc, on va devoir influencer des dizaines de milliers d'écoles sur tout le territoire africain. Donc, c'est un petit peu l'objectif, c'est de maîtriser tout en termes de ligne et de consommation électrique. Et encore une fois, ça représentera plus de la moitié de la facture dans quelques années. Donc peut-être, il reste juste peut-être aussi le stockage. Donc on essaie aussi d'étendre cette plateforme. Donc là, vous avez mes documents. On peut acheter ce qu'on appelle storage as a service. Donc c'est pas uniquement du calcul du SaaS, mais aussi on souhaite offrir des espaces de stockage online pour les profs, pour les étudiants. Donc voilà. Il y a un autre outil dans le cadre de Jasmin cité tout à l'heure par Sifarouk. Donc le Clover. Clover, donc c'est pour l'enseignement. Donc c'est un VDI, donc Virtual Desktop Infrastructure. Peut-être ça sera peut-être mercredi, parce que mercredi après-midi on a une table ronde sur le cloud pour les universités, et c'est là où on va parler un peu de ce logiciel-là. Donc comment il peut faciliter, comment il peut offrir des Virtual Desktop as a Service pour les étudiants, pour les profs. Donc ça, on aura l'occasion peut-être d'en parler pour mercredi après-midi. Voilà. Donc pour conclure, donc il nous reste du travail à faire. Donc ça c'est sûr. Donc en termes de facturation, en termes de même le design. Donc il faut en fait il y a pas mal de travail à faire, et voilà. Franchement. Et juste vous dire, Clover, ça c'est un logiciel qu'on va acheter à la Tunisie. C'est-à-dire que les Français, il y a Marguerite qui a fait un don, mais de l'autre côté, on va acheter des licences à la Tunisie, puisque l'idée c'est de remplacer XenView ou VMware View, je veux dire, d'avoir un Linux ou une machine virtuelle pour faire des TP, parce que là c'est les amphis, les MOOC, vous savez, mais si on veut faire un point multipoint avec 10 élèves ou 1000 élèves dans le monde, en simultané, faire des TP, travailler là-dessus, ou compiler du code à distance. On est en train de travailler avec une société qui est franco-tunisio, vietnamio-ukrainio-américaine qui s'appelle Exoplatform, qui a 50 salariés à Tunis. Et ils ont un truc qui permet de coder la compilation Java, PHP, C++ à distance. Donc, comme vous faites du Google Doc, vous compilez à distance. Vous imaginez pour l'enseignement ce que ça veut dire. Vous imaginez ce que ça veut dire. Donc si on peut combiner les MOOC, je vais vous en parler un petit peu maintenant, compiler à distance et ensuite prendre la main à distance, quel que soit l'endroit dans le monde sur un browser, l'impact peut être absolument colossal. Et donc là, il y a un prof de Télécom Paris Tech qui va être en charge de ça, parce que les MOOC, il y a les MOOC à la classique, alors là, il y en a des dizaines, et là, c'est des jeunes profs qui sont en train de faire des MOOC dynamiques en intégrant le Learning Analytics et la correction automatique de code. Donc pour l'instant, il y a 3 MOOC, je vais vous en parler un petit peu, mais il y a plein d'autres MOOC derrière. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que Windows, c'est un truc... Voilà, ça y est, c'est là-dessus. Donc j'imagine qu'on a... Je vais faire vite, je suis désolé. Alors...
faut dire que je suis un pauvre. C'est en bas, ouais. C'est Windows, c'est un truc. Heureusement qu'ils ont. Non. Bon, on a eu des décennies de ça. Je suis un pauvre Apple maniaque. La part de marché à 2% pour, sur les mobiles, hein, heureusement. Oui, oui, bien sûr. Le lancement des instances dans l'App Store, Oui. on ne peut pas choisir le profil matériel de la machine. Parce que là, on choisit l'outil et il se lance automatiquement. Oui. On peut choisir justement la quantité de RAM. Ah, bien sûr, oui. 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 C'est pas uniquement le choix de... Oui, oui. Mais on essaie d'avoir aussi des SaaS qui sont personnalisés. On va même faire du GPU. On est en train de travailler avec Bull pour faire du GPU dynamique en cloud, pour faire des hyperviseurs de GPU. Mais ça, c'est un travail de recherche qu'on est en train de faire. Et là, il y a de la recherche. Je peux vous dire, il y a 2 domaines qui sont très marrants actuellement. C'est de répartir dynamiquement du GPU, des CPU sur N data center. Ça, c'est un beau sujet. Et il y a le sujet de la sécurité pour intégrer tout ça avec des clés dynamiques 1024 AES en temps réel sur 15 machines virtuelles sur 4 data centers différents. Deuxième sujet, si ça vous aime. Mais tout à fait, on est très... Alors, le choc pour nous, ça a été ce monsieur hein, que vous voyez sur... ça a été un choc pour le gouvernement français parce que la France avait déployé que 7 ou 10 000 tablettes dans l'enseignement secondaire. Et quand ce monsieur a décidé d'en mettre 11 millions dans les classes turques, alors là, je me suis baladé, j'ai fait un peu de tourisme, sachant que le 15 millions, c'est parce qu'ils veulent en rajouter 4 millions supplémentaires pour les lycées derrière. C'est énorme, hein. Donc je suis allé en Inde, un peu partout, en Corée. Alors là, je viens de terminer au Brésil, mais on ne sait pas exactement le nombre de millions. Et la France, comme vous voyez, on a à peine un programme pour déployer 1 million de tablettes. La Corée, ils ont équipé quasiment tous les gamins. La Thaïlande en a installé 4 millions. C'est assez impressionnant, quoi. Donc, du coup, j'ai monté un petit consortium. Ça, c'est un projet de R&D qu'on a monté avec quelques boîtes. Donc, c'est un projet de R&D de 21 millions d'euros qui vient d'être passé. Marguerite, c'est faible. Ce projet-là est beaucoup, beaucoup plus gros. Hein. Marguerite, pour moi, c'était la phase 1. Margueritab, c'est la phase 2. Celui-ci s'appelle MOOCtab, la combinaison des MOOC et des tablettes. Ça va être explosif. Donc, on a combiné quelques boîtes. Arcos, qui est une boîte qui fait des tablettes. J'ai laissé quelques prototypes du dernier smartphone de Arcos. C'est comme un Galaxy S3 qui n'est pas à 60 €, mais il est à 80 €. Donc j'en ai laissé à quelques personnes, ça vous donne une idée du prix des tablettes, ça va être énorme. Et Vestel, c'est une société de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires parce que les Turcs ont décidé non seulement de distribuer des tablettes, mais évidemment de les fabriquer eux-mêmes. C'est for the Turkish, by the Turkish. Donc ils ont monté une usine d'1 million de... J'ai visité ça, j'y crois toujours pas. C'est 1 million de mètres carrés. Hein. C'est la 2e plus grosse usine au monde après celle de Foxconn à Shenzhen en Chine. Donc j'étais tout à fait bluffé. Et on a monté un consortium avec Vestel, donc les Turcs, Arcos, le français, OVH, qui est 3e mondial, Indra, qui est espagnol, qui est une boîte qui embauche, si vous voulez de l'embauche, ça vous intéresse peut-être, ils embauchent 800 personnes par mois. 800 ingénieurs par mois, Indra. 800 par mois. Et donc OVH, je suis en train de discuter avec eux. Si vous faites un centre de compétences inter-école avec Jasmin, mais la balle est chez vous, hein, c'est pas chez moi, c'est chez vous. Hein. Mounir, c'est chez toi aussi. À l'ENSI, c'est chez vous. Si vous montez un centre de compétences sur le cloud et entre autres OpenStack, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que Cisco, HP, Ericsson et tous sont allés derrière OpenStack. Et du coup, OVH a l'intention d'embaucher 400 personnes cette année. 400. Et j'ai discuté avec eux en train de dire le Maghreb, tu m'en laisses combien, entre guillemets, pour embaucher? Ils veulent embaucher 100 personnes. Donc je descendrai en janvier avec le vice-président d'OVH, Alban Sputz, et avec lui on décidera, c'est pas lui, c'est lui qui va décider entre le Maroc, la Tunisie, comment ça se répartit, mais clairement ça doit être en langue française. Ils ont déjà une 50aine de salariés, vous savez, en Tunisie OVH, puisqu'ils font le support téléphonique pour un certain nombre de clients, et vous pouvez acheter dans votre monnaie, je crois, des instances aujourd'hui. Donc ce que je voulais vous dire juste, c'est que ce consortium-là va être puissant. Jasmin, pour moi, c'est une étape, mais ça va être la grosse étape derrière. Donc les MOOC, l'éducation, si je me permets de faire un petit zoom là-dessus, c'est parce que y a un truc qui s'appelle France Université Numérique qui est en langue francophone, et je pense que pour l'Afrique, il faut de l'anglais et du français.
Avec ces 2 langues-là, on va couvrir un bon paquet. Avec nos camarades brésiliens, on est en train de regarder pour l'Angola. C'est-à-dire, je suis en train de faire une alliance avec le Brésil pour qu'il fasse avec l'Angola. Et la France et la Turquie, on va faire Maroc et Tunisie en prototype, en idée, sur les MOOC. D'où l'initiative. Et encore une fois, la balle est chez vous. Donc, si j'ai un message à passer aujourd'hui, ce que j'adorerais, c'est que chacune de vos facultés fasse un MOOC dans le projet au-dessus, pourquoi pas sur Big Data ou sur un sujet qui vous intéresse, mais là-dessus. C'est phénoménal, les MOOC. Le cours de Stanford de Computer Science C++, nombre d'inscrits à la fac, combien? À Stanford, 200. Nombre d'inscrits sur le cours. Vous savez, il y a quelques cours en MOOC qui atteignent 100 000 étudiants. Celui-ci a fait plutôt 200 000 étudiants. Nombre d'élèves qui ont terminé les examens sur les 200 000. 20%. Énorme. Alors les gens, ils disent « Ouais, il y en a 80% qui ont abandonné. » Ils sont marrants. Il y en a 20% qui ont terminé. Et 1% de ces 20%, donc 400 élèves, ont eu une note meilleure que le major de Stanford en Mortar. Alors évidemment, c'est un seul UV, c'est un certificat. Donc la date de départ est la même qu'à Stanford, la date de fin le même, l'examen le même, les mêmes exercices, la communauté d'apprenants le même. Et on vous donne un certificat d'Harvard, d'MIT, de Stanford, mais que 1% ait une meilleure, mais c'est déjà remarquable. Évidemment, l'élève de Stanford, il a 10 UV à passer en même temps. Mais imaginez ce que ça veut dire planétairement. Depuis Gutenberg, c'est quand même la première fois que la connaissance est faite en auto-apprentissage par des gens qui ont des notes meilleures que physiquement à l'époque du Moyen-Âge où on donnait un cours comme ça, ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire est un acte préhistorique, presque, à terme. Pour l'amphi, je parle. Donc la réflexion qu'on a sur Mooktab, c'est dire on apprend quand on veut et où on veut. Après, on a l'interaction avec les professeurs, faire des TP, un certain nombre de choses. L'autre chiffre qui est remarquable sur les MOOC, c'est en combien de temps, quand vous dépassez des MOOC de plus de 50 000 étudiants, apprenants, en combien de temps vous avez une réponse à une question que vous posez au forum ou à votre prof. 7 minutes. Parce que c'est mondial. Et donc, il y a des élèves en Asie, en Amérique du Sud, partout. Alors, évidemment, la langue, c'est souvent l'anglais. Mais imaginez, même si c'était un quart d'heure pour d'autres, mais le chiffre qui m'a choqué, moi, c'est ça. Quand vous demandez au Japon à un professeur de le rencontrer, vous prenez 2 mois, 3 mois. Aux États-Unis, ça peut prendre des semaines. En France, on dit, ça dépend. Mais voilà. Donc, rapidement, je ne vais pas faire un cours sur les MOOC, mais j'ai copié, bon, vous connaissez ces deux-là. Donc, les Français ont réagi avec un truc qui s'appelle Fun. Alors, pourquoi les Français ont réagi? Au-delà de la langue, qui était quand même un petit peu gonflée, parce que quand vous voyez les cours du MIT... combien d'entre vous sont allés sur EDX, hein, déjà? 4, 5... S'il y a un truc à faire ce soir... Vous tapez 3 lettres EDX sur votre browser. Vraiment, faites-le. EDX. EDX, faites 3 lettres. S'il y a un truc à retenir aujourd'hui, du moins pour mon intervention à moi, je veux dire, c'est taper ces 3 lettres-là. Vous allez comprendre. C'est phénoménal. La qualité des cours et le niveau de certification et le business model de ça, tout est gratuit, à part le certificat que vous payez, parce que vous devez vérifier la connaissance, l'acquisition des connaissances. Donc EDX, quand il s'est lancé, donc c'est 3 facs américaines, Harvard, MIT et Berkeley, qui ont mis 60 millions de dollars pour développer un portail où ils ont eu des centaines de cours de Caltech, de Princeton, des Japonais, le PFL, nettement meilleur que nous, le PFL. Lausanne, remarquable. Et la progression est à peu près de 70 000 étudiants supplémentaires par semaine. C'est énorme. Donc, les Français ont dit, il faut qu'on les fasse en français, au-delà de la francophonie, parce que là, c'est un tsunami. Hein. Alors, du coup, il y a eu un appel d'offres en interne, et Polytechnique a fait un cours, Centrale a fait un cours, l'Institut Mines-Télécom en a fait 4, le CNAM en a fait 4, du moins, on en a publié 3, le CNAM en a un de plus, et les facultés commencent à y aller, mais petit à petit, et l'objectif, c'est d'avoir une centaine de MOOC dans les 12 mois qui viennent. Donc mon appel à la Tunisie, c'est qu'il y ait 6 MOOC
il y a 6 ou 7 partenaires qui sont des institutions de formation. Au moins, ayons un MOOC à présenter. Et votre MOOC de votre université, vous pourrez bien sûr le mettre sur la plateforme Fun si vous le désirez, mais mettez-le sur un portail africain aussi. Parce que l'enjeu que je vois derrière, c'est de faire un méta-MOOC. C'est-à-dire qu'il y a des MOOC chez Coursera, il y a des MOOC chez Fun, il y a des MOOC sur Jasmin, et c'est qu'on fasse un cursus spécifique pour certains track records au-dessus des existants. Il ne faut pas réinventer la poudre. Donc on va faire des systèmes de learning management system au-dessus des MOOC existants. Voilà. Donc là, on en a créé 3, un sur introduction au réseau mobile. Donc tout ça, ça commence en janvier. Donc si vous voulez avoir des cours de l'école de Télécom Paris ou de Télécom Bretagne, vous allez, c'est gratuit, ça commence en janvier et février. Vous passez l'examen à la fin et vous aurez un certificat. Eh bien, je vais vous dire un truc, ce certificat sera accrédité au sein de l'Institut Mines Télécom. C'est-à-dire nos propres élèves vont utiliser ça pour passer de Télécom Bretagne à Télécom Paris ou Télécom Saint-Étienne, et ils vont aux mines, et il y aura des cursus qui vont être on demand. Rien que ça, c'est de la révolution pédagogique. Notre directeur de la stratégie, Nicolas Sénéquet, je travaille avec le directeur scientifique tout le temps. Mon job, moi, c'est l'innovation, c'est pas la direction scientifique. Hein. Mais avec le directeur de la stratégie, on a considéré que c'était très important. Et un autre MOOC que je vous conseille, qui est très amusant autour de vous, c'est la fabrique numérique. C'est comment travailler avec Arduino, vous savez, toutes ces histoires d'open hardware, d'imprimantes 3D. Et là, ce qui est remarquable avec ce MOOC-là, c'est que c'est même pas fait par un professeur ou un maître de conf, c'est un ingénieur qui était passionné, et on a autorisé ce garçon à créer un cours, tellement le mec était bon et motivé. Et il a fait 30 heures de cours par petite séquence de quelques minutes, donc c'est des graines de connaissances que vous piochez quand vous en avez besoin. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est créer un prototype pour la Tunisie et pour l'Afrique aussi. Et j'encourage, je vais aller dans différents pays africains prochainement pour essayer de les fédérer, et j'espère que Farouk et d'autres personnes ici seront d'accord qu'on essaye de faire quelque chose. Alors les tablettes, ça grossit très vite, ça on en a parlé, et ça c'est les petits accords qu'on est en train de faire sur différents pays en Europe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que chacun de ces établissements ou de ces entreprises va créer des MOOC aussi. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure manière, en faisant des cours, de faire connaître leurs produits. Donc ils vont être sponsors, mais pas partial. C'est-à-dire qu'il y a des académiques qui vont devoir être au-dessus de la mêlée, mais pour les TP, pour créer par exemple les cartes à puce, Gemalto, ils vendent combien de cartes à puce dans le monde ? 6 milliards par an. Parce qu'il y a les télécartes aussi, Gemalto. Mais bon, Gemalto est plutôt bien placé pour faire un MOOC sur les cartes à puce quand même. Donc il y a des profs de Télécom Paris qui vont faire des cours sur les puces. On est en train de travailler ça avec Gemalto. Je fais un autre cours en préparation avec NXP. NXP fait les processeurs qui permettent d'accueillir Gemalto. On est en train de faire ça avec GDF Suez, avec EDF, sur un certain nombre de domaines. L'idée, c'est de les laisser, parce que ce n'est pas de la recherche, c'est de l'implémentation, mais de les faire intervenir sur quelques use cases. Bon, puis à la fin, ça c'est des outils, ça c'est une page web, hein. Ça permet d'éditer des cours. On fait ça avec le Louvre à Paris, parce qu'on va faire un MOOC sur culture générale aussi, dans différents domaines, il y a différentes facs. Et ça c'est Clover, donc je peux dire bravo, parce que au-delà de ça, il y a un logiciel qui va être exporté et qu'on va déployer sur plusieurs grandes écoles en France. Et ça, c'est Arcos qui fera quelque chose. Ça, c'est de la recherche, un petit peu quand même. Pour terminer, c'est sur le Learning Analytics, comment on va faire du machine learning, justement, pour suivre le parcours. Donc pourquoi les Français ne veulent pas laisser partir le truc sur Google ? Parce que vous savez que Google a abandonné son propre système de Learning Management System pour rejoindre EDX. Stanford a abandonné Class2Go pour rejoindre EDX, Boston. Mais quand Google a décidé de faire ce deal, on s'est dit, mais pourquoi ils font ça, Google ? Le danger, c'est qu'ils vont avoir toutes les statistiques de tous les meilleurs profs, de tous les meilleurs élèves, et ils vous envoient un mail derrière. Ça s'appelle du brain drain. En fait, les Américains, ils sont absolument géniaux. C'est du brain drain organisé. C'est « yes, you can ». Oui, tu peux aller à Stanford. Oui, tu peux aller à Harvard. Tu as passé ton UV sur un MOOC. Tu sais que tu peux rentrer à Harvard. On t'envoie un prêt de 200 000 $. Mais sauf que vous vous dites que c'est une somme colossale. Sauf que, vu la différentiel de salaire à la sortie, vous le remboursez en moins de 3 ans. Vous imaginez la force de frappe que les Américains sont en train de mettre en place. Donc le brain drain que vous avez connu à Subcom, je ne sais pas, quel est le pourcentage, Mounir, des élèves de Subcom qui restent en Tunisie ?
Bonne question. La moitié. Les 2 tiers partent à l'étranger. Donc vous imaginez le brain drain que subit Subcom. Nous, en France, on va le connaître bientôt. 76% des élèves de grandes écoles françaises, ou l'inverse, c'est 1 tiers qui part à l'étranger, 2 tiers qui restent. 1 tiers part. Ben nous, il y a 76% des élèves dans nos grandes écoles qui commencent à considérer quitter la France. Bon, c'est vu l'ambiance ou dire c'est bien parce qu'ils vont partir et puis on va revenir. Ouais, dans combien d'années? Donc le phénomène que vous avez, vous, on commence à le subir. C'est intéressant, non? C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, parce que là, on est en train de comprendre le problème. Non, mais pour tout vous dire, le capital humain, c'est la première richesse. L'Afrique, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, c'est 1300 millions de naissances. C'est probablement un territoire extraordinaire pour inventer de nouvelles choses. Pas revendre les choses qui sont faites, c'est comme ce qu'on appelle en Inde, c'est la frugal technologie, c'est-à-dire d'adapter les technologies pour que ça soit adapté sur ces marchés. Mais l'investissement dans l'enseignement et dans les outils d'enseignement MOOC open source sur des plateformes cloud, ça me paraît extrêmement. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long, hein. Désolé. D'abord, à tout seigneur, tout honneur. J'ai une question à toi, je te pose une question. Ce que tu viens de dire par rapport au MOOC, c'est que bien sûr il y a une grande population d'étudiants qui vont être branchés sur des cours, donc sur les plateformes, que ce soit les plateformes de EDX ou sur la plateforme FAN par exemple. Donc d'où le temps de réponse par rapport aux questions qui peut être de 6 ou 7 minutes comme tu l'as indiqué. Donc ça veut dire que si on n'est pas sur les grandes plateformes et si on n'atteint pas une grosse communauté, finalement, on risque de ne pas avoir la qualité de service ou bien la qualité d'interactivité et de personnalisation par rapport aux autres. Donc encore une fois, si Google va arriver avec un MOOC comme ça, tout le monde va peut-être se mettre sur Google et sur EDX, Google EDX. Excellente question. Donc, fromage et dessert. Fromage et dessert, même double. Il faut que les MOOC soient faits en français et en anglais. Et il faut que ces MOOC soient publiés chez EDX et chez Coursera, et chez Fun, et chez Jasmin. C'est-à-dire qu'il faut que la connaissance soit diffusée, évidemment, sur toutes ces plateformes. Et évidemment, 95% du trafic se fera probablement sur les plateformes anglo-saxonnes. Premier point. Par contre, l'adaptation du cursus en prérequis pour certains pays devra être faite. C'est pour ça que je pense qu'il faut lancer un portail, même si vous allez sur Fun. D'ailleurs, vous avez vu que l'agence... Je ne sais pas si, Mounir, tu as reçu le mail comme quoi les Français demandaient que vous créiez des MOOC pour les Français, non? La UF là, a fait un appel au peuple pour mars. Bon, tu regarderas l'argent qu'ils te mettent en sponsoring. Hein. Je pense qu'il faut effectivement les faire, mais il faut aussi maîtriser le parcours pédagogique parce qu'il y a les prérequis qui sont peut-être pas les mêmes. Et c'est vrai que de regarder un cours de Polytechnique, c'est pas franchement évident pour nous-mêmes, à Télécom ou au MINT quelquefois. Donc il faut que tous les prérequis aient des choses très spécifiques. Donc je pense qu'il est nécessaire de faire une plateforme spéciale Afrique, adaptée, mais où les cours d'excellence seront publiés là-bas pour ne serait-ce que faire connaître la marque. Pour Subcom, la meilleure manière de faire connaître la marque Subcom, c'est de faire des cours, Mounir, d'excellence de Subcom. La même chose pour l'ENSI ou l'ENIS, c'est-à-dire faites pas 36 MOOC, faisez-en un excellent, différent. Excellent, parce que c'est l'exigence, et différent. Parce que faire un cours sur le Big Data, il y en aura 50. Et le cours de Big Data Stanford, vous allez plutôt regarder ça qu'une école ici, peut-être. Mais faites des MOOC différents et faites une plateforme adaptée. Donc fromage et dessert. On va prendre quelques questions. Donc, oui, si vous voulez parler assez fort, peut-être. Voilà, Asma va gérer la partie questions-réponses. Ah, il y a un micro.
Merci. Donc, Youssef Ben Halima de l'ANSSI. Je voulais vous poser une question à propos de la qualité de service au niveau de ces MOOC. Donc, mettre une plateforme sur un cloud, c'est facile, mais lorsque l'accès entre l'utilisateur final et le cloud ne permet pas de transférer, par exemple, 400 millions de vidéos pour 400 000 étudiants, ça, c'est un problème. Donc, Ouais, alors, bonne question. La méthode, c'est que justement, le deal avec OVH, c'est qu'on va dupliquer le centre Jasmin sur le Content Delivery Network d'OVH, qui est répliqué à 12 endroits sur la planète. Et on va avoir 5000 gigabits de transit. Et en plus, on est en train de faire un service qui est un Open Dropbox. Je pense qu'on aurait dû le faire peut-être pour aujourd'hui, mais ça prend quelques semaines encore de développement. Vous voyez Dropbox. Combien de gens autour de la table ont un Dropbox quand même là? J'espère que c'est OK, c'est majoritaire. Donc, vous savez combien Dropbox donne par étudiant gratuit ou par personne humaine? C'est 2 gigas, je crois, et ça peut monter à 10 gigas, c'est ça? 2,5? Oui. Et Skybridge, Sky de Microsoft, c'est combien? C'est 7 gigas, je crois. 7? Oui. Vous savez combien on va vous offrir là sur Jasmin? 25 gigas. Mais ce sera du freemium d'OVH. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir supporter. Il y a combien d'étudiants en Tunisie? 300 000. Donc ça ne lui pose pas de problème parce qu'il m'a ouvert un compte de 20 millions de comptes OVH. 11 millions pour les Turcs, donc 300 000, c'est rien. Donc il a provisionné 300 000 fois 25 gigas. Et en plus dans le Dropbox, ce qu'on va mettre en place sur Jasmin dès que c'est installé sur Marguerite, et là c'est un gros challenge pour certains d'entre vous, c'est qu'on a fait un service de transcodage de vidéos à tous les formats de mobile et de tablettes automatiques. Donc les photos sont traduites, les vidéos sont traduites, et on est en train de travailler sur un sujet qui est très rigolo, c'est de traduire tous les PDF en HTML5 en EPUB 3. Donc ça c'est un Dropbox ouvert fin janvier. Je pense que même toutes les banques seront super intéressées à faire de l'annotation sur tous les documents PDF pour ensuite les indexer, les envoyer à tout le monde en fonction des prérequis. Dernière chose, on fera un streamer. Je voudrais rajouter une petite remarque. C'est qu'une fois qu'on a appris ce que c'est que le cloud et qu'on a fait des expérimentations, des essais, obligatoirement, on se sent obligé d'aller vers un vrai cloud professionnel. C'est-à-dire que on ne va pas résister. C'est le cheminement qu'a montré Jean-Hugues Lauré tout à l'heure. Ce que Marguerite était partie sur le principe qu'ils allaient réaliser leur propre cloud académique qu'ils vont utiliser entre eux, mais finalement, ils sont en train de migrer vers OVH. Et je pense que la réflexion qui va se faire demain, je pense, le 3e jour, sur quelle stratégie pour les universités tunisiennes. Alors, quand on voit aujourd'hui, je fais une petite remarque déjà, quand on voit aujourd'hui que notre centre de calcul Khwarizmi ne se préoccupe pour le moment que de l'aspect fournisseur de services Internet, donc faire circuler les messages à travers le réseau, et que toute la dimension SaaS qu'on vient de voir, ou bien d'autres services qui sont offerts, n'existe pratiquement pas en Tunisie. Il y a réellement lieu, aujourd'hui, de faire quelque chose de nouveau et d'aller faire un bond en avant et d'aller vers le cloud, un cloud universitaire important qui va nous fournir des ressources. Alors, question. Vous voulez vous présenter, s'il vous plaît, comme ça, Jean-Hugues, essaie de vous connaître, ou les autres aussi. Présentez-vous. D'accord. L'organisateur. D'abord, j'aimerais bien dire bonjour à tous nos invités, Raouf, Khaled. C'est Nabil Tabben. Je me représente, c'est Nabil, je viens d'arriver de l'Afrique. Je faisais un cours aussi. Bon, donc on voit bien que même il y a pas mal de compétences tunisiennes qui vont en Afrique, qui donnent des cours. Il serait bien de voir un petit peu les opportunités, d'avoir cette culture du MOOC. Mais ce qui m'a un petit peu intrigué dans tout l'exposé que j'ai suivi, je n'ai pas suivi l'exposé de Raouf, malheureusement, il n'y a pas l'université virtuelle de Tunis qui fait partie de ce projet, de ce grand projet. On a pas mal de cours, personnellement,
moi, Madame Hegeltounsi, notre collègue de Subcom, il y a 2 ou 3 autres collègues que je n'ai pas cités, qui ont participé à développer des cours, à concevoir des cours chez l'UVT. Ma question est, pourquoi ne pas impliquer l'UVT? On a déjà des cours prêts à l'emploi, on peut les héberger dans des MOOC tunisiens, par exemple. Première question. Deuxième question, il y a un problème de gérer les cours. Il n'y a pas que le contenu qui est important. Il y a aussi gérer les étudiants, gérer une sorte de service de scolarité à travers le MOOC. Donc, est-ce qu'il y a des éléments de réponse par rapport à cette question? Et voilà, merci. Je dis un mot sur l'université virtuelle, parce que le chapitre MOOC vient de se greffer sur le projet Jasmin. On vient de démarrer cette opération avec, toujours dans le cadre de la coopération avec l'équipe de Jean-Hugues, donc pourquoi pas? Je pense que l'université virtuelle elle-même doit reprendre en considération la façon de faire les cours. Vous connaissez Benamou en médecine, vous savez, aussi en France, l'université virtuelle médicale. Première réaction, d'abord je voudrais remercier Subcom encore une fois de l'organisation de cet événement. Juste vous dire que je pense que là, entre les quelques référents pour Jasmin, serait vraiment bien de lancer la dynamique en train de dire allons tous ensemble, go, un peu le rugby. Mais ce que vous dites sur je vais répondre aux deux. Alors d'abord, vraiment, le tsunami du code de DX va être tellement fort que les learning platforms, vous savez, chaque directeur informatique de chaque école d'informatique disait je vais faire un learning management system. Après, il y a eu Moodle, Claroline, Sakai, il y en a des centaines. Vous imaginez que les Français, on a eu le même problème, c'est qu'on s'est dit on crée des contenus. Il y a contenu et le contenant. Ce qui est important, c'est le contenu. Ce qui est important, c'est le contenu. Ce qui est important, c'est l'interaction. Et c'est 4 fois l'interaction plus que le contenu même. Puisqu'il y a 3 grandes dimensions dans le MOOC. Il y a le contenu, il y a l'assessment, c'est-à-dire de faire la réactivité des cours et des questions quand vous n'avez pas compris, qu'on vous donne les morceaux qui vous permettent de comprendre. Et le troisième, et c'est ça la grande différence entre le e-learning et les MOOC, c'est la communauté, le réseau social derrière. Donc ce qui compte, et c'est là où il y a un paradigme, on est au tout début de l'histoire, je ne sais pas en résumé, c'est que cette histoire de savoir qui apprend à qui et comment les élèves progressent, est-ce que c'est entre eux, est-ce que c'est avec des profs, est-ce que c'est des machines automatiques? Je ne sais pas si vous savez quel est le pourcentage, quand vous lisez 20 minutes, vous savez, tous les canards automatiques, vous savez qu'il y a des estimations américaines, Watson, ça vous dit quelque chose le projet Watson? Ou alors, qui connaît Watson IBM? 1, 2, alors. Le deuxième mot-clé qu'il faut aller voir, c'est Watson. Juste, les humains ont été battus par l'informatique avec Big Blue, vous savez, IBM. Ça fait 20 ans ou 10 ans, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans qu'on se fait battre par les ordinateurs. Mais c'est parce que c'est des tables, c'est de la stat. C'est des jeux d'échecs, je veux dire. Et là, pour la culture générale, ils ont lancé un truc qui s'appelle Watson IBM pour battre les humains en culture générale. Mais c'est que de la stat. Mais ils battent maintenant, question de poésie, de culture générale, les ordinateurs d'IBM battent systématiquement les humains. Ça s'appelle Watson. Et maintenant, ils spécialisent Watson avec Harvard Medical School pour un type de cancer. Et donc, ils se spécialisent dans le domaine et le truc va être de l'assistance aux médecins pour résoudre le problème. Donc, si on réfléchit à 10, 15, 20, 30 ans, on peut penser qu'il y aura des milliers de Watson sur des milliers de domaines. Et donc, le machine learning est la réponse plus ou moins automatique. Alors, qu'est-ce qui sera de l'humain? Qu'est-ce qui sera de l'automatique? Et je vous disais ça parce qu'il y a des estimations de recherche qui disent que 60% des articles de journaux dans les trucs gossip des news américains seront faits par des ordinateurs dans moins de 10 ans. De la réponse automatique. Alors, mais évidemment, ce n'est qu'une toute petite partie. Donc, pour répondre, c'est avant tout, pour la première question, ça c'était pour la deuxième, donc on ne sait pas, on doit apprendre, on doit expérimenter, on doit avoir les bons outils, c'est pour ça que le Virtual Desktop de Clover est extrêmement intéressant, pour ça que le coding est extrêmement intéressant. Pour la première question, pour vous dire, l'université virtuelle, où tout l'argent qu'a mis là-bas dans différents systèmes, tout ça, on ne veut pas dire que c'est à mettre à la poubelle, mais ce qui est important, c'est, décidément, je suis vraiment un handicapé de ce genre de truc. Tout ça, c'est mis open source. Lisez ce que ça fait, ces trucs-là. C'est pas très lisible.
through machine learning grading, peer grading and staff grading and appropriate. Je veux dire que là, il y a 12 modules open source. 12 modules open source qui sont financés par la fondation EDX. Et tant qu'ils mettent chacun 20 millions de dollars et que les cotisations annuelles, donc je vous conseille, faites le code là-haut, ça s'appelle code.edx.org. Donc le challenge que je vous propose dans un an, l'année prochaine pour le même événement, c'est de dire qui a contribué sur ce truc-là, sur un de ces 12 trucs open source. Parce que l'union fait la force. Et les Moodle et les machins, nous on est tous en train de les mettre à la poubelle. Ce qui est un viol, vous imaginez, quand vous avez des profs qui ont passé 5 ans de leur vie à mettre les contenus sur Google, et on lui dit, ouais mais mon gars, la plateforme, elle va faire du machine learning. Elle va te faire un certain nombre d'outils qui sont mis là-dedans automatiquement. Comment tu veux le battre? C'est pas possible. Donc, et regardez qui cotise 1 million par an. C'est quand même beaucoup d'argent, même l'État français a un petit peu de mal. Quand vous voyez que chacun de ces gars-là fait une cotisation annuelle pour que l'union fasse la force, vous dites, si ça veut bien arriver, tous ces gens-là cotisent chaque année pour que le code s'améliore. Est-ce que vous croyez qu'on va faire mieux en LMS que ces gens-là? Je ne suis pas sûr. Donc je pense qu'il vaut mieux contribuer et rajouter et se faire connaître. Ce qui serait génial, c'est d'avoir une contribution de ça. Mais on doit migrer nos contenus sur ce genre de choses. En tout cas, c'est le point de vue de l'État français avec FUN, France Université Numérique, et c'est le nôtre. Mais bon, il y a Delft, il y a l'EPFL, il y a Caltech, Cornell. Bon courage. Mon directeur a dit go. Donc l'UVT, le message doit être transmis à l'UVT. D'autres questions? Ok, s'il n'y a plus de questions, je vais passer la parole à... Oui? Une autre question, une dernière. Ah, une question. Est-ce que les MOOC ne vont pas encore accentuer le conformisme international? On mange de la même façon, on s'habille de la même façon. On va avoir les mêmes enseignants par la suite, puisqu'on va écouter les mêmes cours, on va suivre les mêmes cours. Est-ce qu'il n'y a pas un problème déontologique à ce niveau? C'est pour ça qu'il faut bouger et préparer nos propres cours, essayer d'introduire une dose de localisation. De toute façon, quand vous regardez les ouvrages aujourd'hui, même si en tant que prof, si vous achetez un livre sur un domaine ou un autre, ce sont des ouvrages au niveau international. Donc, oui, mais l'enseignant en classe, il a son empreinte aussi. Donc en fait, la question... C'est pas le livre qui va enseigner les étudiants. Oui, la question qui se pose, est-ce que pour une université, pour une école comme la vôtre et la nôtre, c'est quel est le processus d'introduction des MOOC? Est-ce qu'il faut remplacer entièrement les cours, ou bien est-ce que c'est des cours tutorés, ou bien... c'est assez hybride? Et nous, on se pose la question et on est en train de suivre un peu l'expérience qui se fait au niveau de l'Institut Mines Télécom, où ils sont dans une démarche expérimentale, peut-être parfois obligatoire, et c'est intéressant de voir la réaction des étudiants par rapport aux cours classiques. Bon, il y a tout un processus. Maintenant, le côté peut-être civilisationnel et culturel, bien sûr, il faut, si on ne produit pas, on est entièrement envahi. Mais on ne peut pas faire aussi l'économie de certaines choses qui sont bien faites et de rester sur place, à attendre. Jean-Luc, tu veux parler de ça aussi? C'est vrai que ça va monter le niveau d'exigence. C'est-à-dire que quand les cours de l'EPFL, de télécom seront là sur un cours de télécom et que vous allez pouvoir l'avoir par rapport aux profs à Gabès ou dans un autre endroit où je suis allé dernièrement, ça risque d'être un peu difficile, effectivement. C'est vrai. Mais c'est un peu comme un élément de bibliographie. Simplement, c'est de la bibliographie interactive, dynamique, d'assessment et de communauté qui ne feront que faire la pédagogie inversée. Le grand challenge aussi pour l'enseignement primaire, c'est pourquoi les Finlandais sont... Vous savez, PISA, les Français, là, on descend de 3 places par an, à peu près, dans tous les 3 ans, actuellement, dans les classements mondiaux. Pourquoi? C'est parce que c'est pas nous qui baissons, c'est les autres qui s'améliorent. Vous voyez PISA, le classement mondial, depuis 10 ans, c'est les Asiatiques qui ont trusté les 5 premières places. Et les Finlandais sont premiers de la classe. Pourquoi en Europe? Et mondialement, ils sont 5e. Nous, on est 23e maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils font de la pédagogie inversée. Ils disent, apprenez comme vous voulez, où vous voulez, et moi, prof, je suis là pour animer et justement résoudre les problèmes. Mais c'est un changement culturel important. Et c'est ça le challenge, je pense.
Bon, peut-être bien une dernière question par rapport à tout ce qui est concurrence, parce que vous savez, il y a plein de plateformes de MOOC un peu partout dans le monde. Donc moi-même et peut-être bien mes collègues ont assisté à plusieurs cours à l'MIT ou Coursera, ainsi de suite. Donc, sauf peut-être bien la langue française ou arabe, ainsi de suite. Quels sont les points qu'on puisse miser pour avoir peut-être bien un peu d'excellence, pour atterrir les gens, ainsi de suite. Je pense que ça serait plus intéressant de collecter peut-être bien des cours répartis un peu partout dans le monde, et de construire un cursus un peu particulier, peut-être bien que de mettre... refaire. Non, mais c'est ce que je disais, le MetaMOOC. Voilà. C'est être au-dessus des MOOC, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus des portails de MOOC. Si vous voulez, le principe, c'est de dire on ne va pas réinventer la poudre d'un MOOC ou de refaire un truc. C'est comme un livre, on ne va pas réinventer un 50e livre sur le même domaine. S'il y en a déjà des excellents, il faut les utiliser. Mais par contre, tout ce qui va être sur le learning analytics, c'est de proposer le bon niveau de cours au bon élève, au bon moment de son cursus scolaire. C'est ça qui va être important, je pense. Donc la question que va se poser, quel est le rôle des enseignants, quoi? Mais encore une fois, c'est la pédagogie inversée. Le rôle d'un enseignant n'est plus comme au 19e siècle ou au Moyen-Âge, parce que ça n'avait pas beaucoup bougé de dire je donne un cours et vous apprenez maître esclave. C'est beaucoup plus dans l'interaction et c'est revenir au sens athénien de l'enseignement. Donc finalement, là, on revient à moins 500 ans avant Jésus-Christ et dire c'est sur l'interaction. Non, mais sérieusement, c'est dire si on peut avoir l'ensemble des contenus au bout des doigts de son terminal mobile ou etc., ça va changer la pédagogie. Et les pays qui vont adhérer ça, et je pense que c'est là où il y a un truc énorme à faire aussi en Afrique, parce que en France, les MOOC font très peur aux enseignants. En France, vous avez remarqué un truc, il y avait très peu de facs là. Vous vous rendez compte, c'est le ministère de l'enseignement français. Nous, on est des ridicules, les grandes écoles, par rapport aux facs. La somme de l'X, de Centrale, de Supélec et tout ça, on nous 12 000 élèves. C'est-à-dire un tiers de Jussieu. Mais parce que nous, on a compris que c'était absolument vital de le faire. Mais les facs qui se raidissent avec les syndicats là-dedans, c'est problématique. Par contre, il y a un intérêt aussi dans certains pays en Afrique, c'est qu'ils n'ont carrément pas les profs. Il y a beaucoup d'endroits en Afrique où il n'y a pas les profs. Donc si vous pouvez avoir ça par satellite et ensuite par Internet, on est en train de réfléchir. S'il y a un truc à faire, je pense, structurant en Afrique, ça va être de très haut débit. Il y a un projet de 70 fois 1200 mégabits par satellite qui est en train d'être fait aujourd'hui. Vous imaginez ça et avoir les MOOC, tous les gamins vont avoir ça. Mais ici, ils ont une demande, les Turcs ont une demande de professeurs. Ils veulent parce qu'ils n'ont pas le nombre de profs nécessaires. Nos vieux pays, l'Europe et les États-Unis, on va être très choqués là-dessus. Même Waterloo, je pense qu'il y a pas mal de facs qui se posent des problèmes parce qu'ils se disent mais attendez, si je peux avoir tous les cours d'Harvard gratuits et que je fais le certificat, pourquoi je vais à Harvard? Mais le truc, c'est pas d'avoir accès à la connaissance, c'est toute l'animation. Excusez-moi, je suis un peu long. Ok, merci. Je sais pas, je pense que s'il n'y a plus de questions, oui, il y a une autre question là. Vous pouvez passer le micro, vous prendre le micro, s'il vous plaît. Oui, merci tout le monde pour la présentation. Je me présente, Nabil Benasral, un étudiant, un élève ingénieur à l'ENSI. J'aime bien ce que vous faites. Je veux proposer peut-être une contribution qui présente la motivation des étudiants à l'ENSI. Pourquoi pas présenter les sujets qu'on peut, des sujets ou des projets qu'on peut présenter et qu'on peut travailler, qu'on peut coder tout le monde, ou pour contribuer à l'avancement de ce projet-là. Nous ici, on présente les 10 ou presque les 13 clubs à l'ENSI. Donc on a presque une vie associative très active. Donc c'est pourquoi je propose de présenter les projets et on va travailler sur ces sujets-là pour avancer ce projet-là. Excellente idée, on peut essayer de créer des clubs Jasmin. Oui, oui, pourquoi pas. Voilà. Bon, vous pouvez commencer l'initiative et on essaie de voir avec toute l'équipe. Parce que essentiellement, absolument, ça présente... vous avez raison. De toute façon, il faut créer la compétence. Parce que aujourd'hui, c'était la surprise pour moi parce que l'App Store académique, c'était une idée que j'ai travaillé sur cette idée-là pour la présenter comme un projet innovant. Mais quand je trouve quelqu'un qui a travaillé sur ça, je suis très heureux et je veux bien développer et présenter d'autres motivations avec mes amis. Très bien. Bon, je pense que nous avons terminé sur une note positive et aussi
d'intérêt parce qu'il faut aller vers la base. Aujourd'hui, c'est le crowdsourcing qui marche. Il faut aller vers la base, c'est elle qui va réellement créer la compétence. Et ce qui est bien, c'est ce qui fait aussi la richesse de l'environnement tunisien, c'est qu'il y a vraiment pas mal de jeunes qui sont très très motivés, qui ont un niveau technique excellent. Et je pense qu'il faut continuer ce cycle et aller encore de l'avant. Si Jean-Hugues Lauré a fait confiance à une équipe de jeunes autour de Wajdi, c'est qu'il a trouvé la compétence à ce niveau-là. Donc la compétence existe, mais il faut aussi la développer et la créer. Je compte sur vous. Merci. Je passe la parole à Sinabil, l'organisateur. L'un des membres. Merci Sifalouk. Alors on invite tout le monde à déjeuner. Hein. On a à peine 1 heure pour prendre le déjeuner, c'est ça, Simonir. Et donc on revient vers 14h15. Merci beaucoup. À tout à l'heure.